Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de l'Aparté Lacté. Aujourd'hui nous sommes avec Laura, notre consultante en lactation IBCLC, et nous allons parler d'un sujet très important pour les futurs et jeunes parents, l'allaitement au cours du premier mois de vie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi spécifiquement le premier mois de vie de l'enfant ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on sait aujourd'hui que les 1000 premiers jours, on en parle beaucoup de ces 1000 premiers jours, vont être très importants dans la vie d'un enfant. Ces premières expériences de vie vont être vont impacter en fait sur son évolution. Et on sait que beaucoup de sécurité, beaucoup de bien-être et le fait de répondre en fait à ses besoins vont lui permettre d'évoluer de façon adéquate. Et quel va être le rôle de l'allaitement du coup durant ce premier mois de vie ? Alors, on sait que l'allaitement, c'est une priorité de santé publique. On en parle beaucoup des bénéfices pour le bébé. On sait qu'il préserve de beaucoup de pathologies. En tout cas, on sait que plus l'allaitement est non écourté, plus les bénéfices seront augmentés. Mais on parle aussi maintenant de plus en plus des bénéfices pour la maman. Parce que effectivement, ça protège aussi de certaines pathologies chez la maman. Et aussi, on sait que pour le lien, la poursuite du lien mère-enfant, l'allaitement va vraiment avoir son rôle à jouer. Bien que, effectivement, ce lien peut se créer et se poursuivre de mille et une façons, on est d'accord. Alors, pour commencer, on va parler des notions plus anatomiques et physiologiques, parce que, comme on le dit souvent, la nature est bien faite. Et ce qui est assez magique, surprenant, c'est que dès le départ, dès la naissance, bébé va avoir des compétences, des fonctions innées pour justement savoir comment téter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, Laura, tu as raison. La succion, c'est une fonction innée, programmée, et bien avant la naissance d'ailleurs, puisque quand on observe les images d'un bébé dans le ventre de sa maman, on observe qu'il déglutit déjà au bout de quelques semaines. Et c'est une fonction qui est nécessaire à sa survie. Donc la nature est bien faite, l'enfant sait téter pour sa survie, mais aussi pour d'autres choses. La succion est une fonction nutritive, mais aussi exploratoire. Le bébé explore constamment avec sa bouche, on le voit, progressivement quand il grandit, il va porter des choses à la bouche, mais aussi tout petit déjà, il va trouver le chemin et se diriger vers le sein de sa maman. D'ailleurs, il est très attiré par l'odeur du lait qui est la même que le liquide amniotique. Donc quand on dit que la nature est bien faite, effectivement, elle est bien faite. Et bébé va également être appareillé dès le départ pour savoir téter efficacement. Oui, alors il faut savoir que la fonction de la succion, elle fait intervenir plus de 40 muscles et 6 paires de nerfs crâniens déjà, donc c'est pas rien. C'est une fonction qui est quand même complexe. Et donc ce qu'on observe, c'est plusieurs choses déjà. C'est que le bébé il a une langue volumineuse par rapport à la taille de sa cavité buccale. Il a aussi ce qu'on appelle des bourrelets de succion, nous on appelle ça des boules de Bichat, qui permettent en fait de maintenir le mamelon dans la bouche du bébé. Et toutes ces petites fonctions-là vont permettre à bébé de mieux happer le mamelon et d'avoir une tétée efficace. Que se passe-t-il du côté de la maman ? Parce que du côté de la maman, là aussi, on observe des notions anatomiques et physiologiques qui vont aider à l'allaitement, notamment au niveau de l'aréole et du mamelon. Alors juste pour qu'on ait tous le même vocabulaire, le mamelon, c'est ce qu'on appelle plus couramment en fait le téton, et l'aréole va être ce qui va entourer en fait le mamelon. Donc on va vous mettre une petite image pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Donc quelles vont être les fonctions du mamelon et de l'aréole pour aider bébé à bien téter ? Alors oui, ce qu'on voit effectivement, ce que la nature nous propose et nous montre, c'est que le mamelon déjà est plutôt rond, le sein est plutôt rond, les bébés sont attirés par ces formes rondes. L'aréole étant plus foncée, ça aussi c'est un repère visuel pour le bébé qui va spontanément être attiré par ce côté plus foncé. Ensuite, le mamelon est aussi plutôt élastique, ce qui permet finalement à l'enfant d'aller l'étirer jusqu'au milieu de son palais, et à cet endroit, il n'y a pas de friction qui est subie, donc il n'y a pas de douleur. Et s'il y a une douleur, la nature est encore bien faite, on a des récepteurs à la douleur qui vont nous envoyer un petit message au niveau de notre cerveau pour nous dire attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc on a cette possibilité d'améliorer et d'aller vérifier ce qui ne va pas. On a aussi des récepteurs à prolactine et à ocytocine. Oui, donc rappelons ce que c'est. Donc, prolactine, c'est l'hormone qui va permettre de produire le lait. Exactement. Et l'ocytocine, donc ça va être l'hormone de l'amour, de l'attachement, qui permet l'éjection du lait. Exactement. Donc on a des récepteurs qui vont nous permettre la production et donc l'éjection du lait, qui sont généralement localisés au niveau de l'aréole. Et en fait, c'est la succion du bébé qui va enclencher l'activation de ces récepteurs et l'envoi d'un message au cerveau pour la production et l'éjection du lait. Donc ça c'est présent, c'est comme ça, et du coup ça permet effectivement à la lactation de se mettre en place et de s'enclencher. Ce qu'on peut également entendre des fois autour de nous de la part des mamans qui vont nous appeler, c'est l'inquiétude de savoir si le lait va être suffisamment nourrissant et assez bien composé pour répondre aux besoins du bébé. Alors toi, en tant que consultante en lactation IBCLC, qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes parents par rapport à ce sujet? Alors, généralement, effectivement, un lait qui n'est pas de bonne composition, ça n'existe pas. Généralement, si la maman n'a pas de trouble du comportement alimentaire, n'a pas de grosses carences, ça ne doit pas impacter en fait sur la composition de son lait. Les variables qu'on a pu observer au niveau, quand on analyse de lait de mères différentes, c'est souvent la qualité des graisses. Donc c'est important durant d'ailleurs la grossesse aussi, mais durant l'allaitement, de manger varié, équilibré, d'avoir un rapport oméga 6, oméga 3 équilibré aussi. Mais au-delà de ça, c'est plutôt la quantité de lait ingéré par 24 heures qui va impacter plus ou moins sur cette prise de poids. Donc plus que la composition du lait, c'est la quantité de lait, d'où l'importance de ne pas restreindre l'enfant et de lui laisser la possibilité en fait de téter à volonté. Par rapport à ça, on dit aussi souvent chez Grandir Nature que l'information prénatale est importante. Alors, d'une part, pour pouvoir faire un choix éclairé lorsqu'on souhaite concrétiser un projet d'allaitement, mais aussi en fait pour agir avant la naissance, pour pouvoir bien mettre en place un allaitement, avoir conscience en fait de ce qui est à prendre en compte. Alors, pour les futurs parents qui nous regardent, d'après toi, quels sont les points clés à aborder avant la naissance ? Alors c'est vrai que c'est important d'avoir quelques informations. Le but c'est pas de vous inonder d'une montagne d'informations, mais simplement d'avoir quelques bases pour aller de façon plus sécure et plus sereine vers cette aventure de l'allaitement. Alors je pense que c'est important de faire passer le message aux parents que le rythme d'un nouveau-né il est irrégulier et qu'on peut observer 8 à 12 tétées par 24 heures. Il n'y a rien d'anormal en fait à ça. C'est complètement physiologique et c'est la succion répétée et efficace qui va permettre d'enclencher et de mettre en route votre lactation. Voilà, ça c'est une chose assez importante pour moi. Je pense aussi ce qui est très important, c'est de parler des signes qui montrent qu'un bébé est prêt à téter. On entend encore souvent des parents dire « Oh maintenant mon bébé, il a pleuré, je lui ai proposé le sein ». Je crois que c'est un moment finalement trop tard, ce temps où le bébé pleure. Il faudrait anticiper un petit peu et observer les signes qui vont montrer que le bébé est prêt à téter. Voilà, alors on en parle nous chez Grandir Nature, c'est par exemple un bébé qui porte ses mains à la bouche, qui bouge la tête de droite à gauche, qui commence à sortir la langue et qui a même des fois les yeux fermés. On sait que les bébés tètent en dormant. Où vous voyez simplement les yeux qui bougent sous les paupières. C'est déjà des signes où vous pouvez prendre votre enfant et lui proposer le sein. Et puis je crois aussi que c'est important de parler du confort de la maman. C'est bien d'anticiper les signes d'éveil, mais on sait, comme on l'a vu tout à l'heure, que plus la maman est détendue et confortable, plus on fait appel à l'ocytocine. L'ocytocine est donc augmentée, ce qui favorise l'éjection du lait. Ce qui va être important aussi, c'est de comprendre les mécanismes, je pense, qui permettent de mettre en route la lactation. Tu parles souvent de prise de sein, de tétée efficace, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement qu'est-ce qu'une prise de sein optimale ? Oui. Alors c'est vrai qu'une prise de sein optimale va favoriser un transfert de lait optimal. Donc généralement, ce qu'on attend, c'est que le bébé ait la bouche grande ouverte, que ses lèvres soient bien retroussées vers l'extérieur. Alors quand je dis la bouche grande ouverte, c'est qu'il prenne aussi le plus possible de l'aréole dans sa bouche, qu'il ne pince pas, qu'il ait vraiment cette bouche grande ouverte, afin de favoriser le transfert de lait dans sa bouche.
Généralement, donc la lèvre inférieure est bien déroulée vers le menton, la lèvre supérieure aussi est bien déroulée. Et puis, quand le bébé va lâcher le sein, on va voir que le mamelon finalement est tiré sans être déformé. Et lorsque tu parles de tétée efficace, comment, en tant que parent, on peut observer une tétée qui va être efficace, nutritive pour l'enfant? Alors c'est vrai que parfois le lait est tout de suite disponible et on entend l'enfant en fait déglutir tout de suite. Parfois c'est pas le cas, alors il faut savoir quand même que le sein n'est jamais vraiment vide, il produit en permanence. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus souvent il est vidé, plus la vitesse de fabrication du lait est augmentée. Et nous, ce qu'on a besoin d'observer, donc c'est une tétée efficace. Donc c'est un bébé qui va se mettre à téter d'abord très vite, donc il tète pendant quelques minutes. Du coup, on observe progressivement que le lait arrive de façon régulière. Et là, le bébé va changer un petit peu son rythme de succion et il va ralentir et déglutir. Et donc on observe une succion, une déglutition, une succion, une déglutition. Et là, on est sur de la tétée nutritive. À partir du moment où votre bébé ralentit et qu'on arrive à 3 suctions pour une déglutition, on commence à être sur une tétée un petit peu moins efficace. Parfois c'est de la tétée où le bébé a besoin d'être au contact de sa maman, c'est de la tétée confort et ça a aussi son rôle à jouer. Et lors du démarrage, on peut lire également beaucoup de choses sur internet, des témoignages autour de nous. Soit il faut proposer un sein, le vider, puis proposer l'autre, soit il faut alterner. C'est vrai qu'en tant que jeune parent, des fois on peut être un peu perdu. Quels vont être tes conseils par rapport à ça? Oui, alors c'est pas toujours simple de répondre à cette question, il faut un petit peu analyser la situation, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, durant les premières semaines qui suivent l'accouchement, on l'a dit tout à l'heure, il y a des récepteurs à prolactine qui sont là en nombre très important, et ensuite ces récepteurs vont chuter. Donc qu'est-ce qui est important à ce moment-là? C'est de les activer, ces récepteurs. Et on les active comment? Par la succion répétée du bébé. Donc je pense que ça peut être intéressant de proposer un sein à un bébé, d'aller vérifier que ce sein ait été drainé correctement. Donc je crois que c'est bien de proposer un sein, de le laisser terminer, de proposer le second. Voilà, il prendra ce qu'il a besoin de prendre. Et la fois d'après, on change, on inverse, on propose d'abord le sein qui a été donné en dernier à bébé et ensuite l'autre. Ce qui peut également interroger les jeunes parents ou les futurs parents, c'est qu'est-ce qui va se passer directement après la naissance. Parce que alors, au cours du premier mois de vie, on a bien compris pourquoi c'était important, mais c'est vrai que des fois, en tant que jeune maman, jeune parent, on ne sait pas toujours en fait quels vont être les besoins du nouveau-né et puis comment répondre à ces besoins. Donc, pour toi, quels vont être les conseils vraiment importants à prendre en compte directement après la naissance? Alors, je crois que ce qui est très important, c'est d'essayer, quand la situation le permet, de favoriser un contact direct en peau à peau tout de suite après la naissance. Alors, bien évidemment, pour la poursuite de ce lien d'attachement, mais aussi pour la transition de la vie intra-utérine du bébé vers la vie extra-utérine. C'est vrai que l'enfant est pendant 9 mois dans le noir, dans l'eau, au contact de ses parents. Il entend les battements du cœur de sa maman, les bruits du ventre de sa maman. Voilà. Mais c'est vrai que tout d'un coup, ces 9 mois vont se terminer et le bébé va arriver dans un monde inconnu, avec des stimulations sensorielles énormes, beaucoup de choses visuelles, beaucoup de choses auditives. Au niveau des sensations, rien que la gravité, c'est quelque chose de nouveau. Inconnu. Exactement. Et puis, il fait froid pour le bébé. Il passe d'un endroit où il faisait 37 degrés à peu près. Là, la température, elle est beaucoup moins sympa. Et donc, quel est l'endroit où il va pouvoir retrouver tous ces repères-là? Eh bien, ça va être le corps de sa maman, ou d'ailleurs du coparent. Ce contact et cette proximité précoce en peau à peau favorise aussi la lactation. Et alors, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, et heureusement, mais souvent les parents ils peuvent s'inquiéter sur la montée de lait qui arrive en moyenne à partir de 72 heures après la naissance. Les parents vont se dire, là, est-ce que mon bébé sera assez nourri, sachant que je n'ai pas encore le lait maternel pour en fait concrétiser un projet d'allaitement. Sauf qu'en fait, là, le nouveau-né va avoir 2 sources d'énergie qui vont permettre de combler ses besoins. Bien évidemment, il y a donc 2 sources d'énergie. Donc le colostrum, c'est ce premier lait que la maman va fabriquer durant cette phase de montée laiteuse.
et qui va être complètement adapté à son nouveau-né. Ce qui est magique, c'est qu'un nouveau-né qui est prématuré n'aura pas le même colostrum qu'un bébé né à terme. Sa composition va évoluer, va changer en fait, et va vraiment être adaptée. Et un jour, j'ai entendu ce terme de nutricament et je trouve vraiment que ça porte bien son nom. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, la taille de l'estomac du bébé aussi peut surprendre. On va vous mettre une petite photo qui décrit la taille de l'estomac de l'enfant à la première semaine de vie. Ça permet aussi de rassurer les jeunes parents sur la quantité de lait pris par bébé. Alors après, à côté de cette source d'énergie, on sait aussi que l'enfant s'est fait des réserves in utero, donc dans le ventre de sa maman, l'enfant a fait des réserves. Et donc, si la situation médicale, encore une fois, le permet, c'est souvent le cas, on n'a pas d'obligation à ce que le bébé ait été dans cette première heure de vie. Parfois, c'est un peu ce qu'on nous demande, mais je crois qu'il faut laisser un petit peu les choses se faire naturellement. S'il n'y a pas d'urgence, l'enfant peut téter un petit peu après cette heure-là, dans les heures qui suivent la naissance, le mettre en peau à peau, en proximité, proche du mamelon. Il devrait réussir à prendre le sein de sa maman spontanément. Voilà. Il va également y avoir des signaux d'alerte qui permettent aux parents justement d'identifier qu'il y a des difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer quels vont être ces signaux d'alerte ? Oui, effectivement, on peut être amené à rencontrer des difficultés. Alors les facteurs qui peuvent déclencher ces difficultés, il peut y avoir des facteurs comportementaux, par exemple une mauvaise position, un bébé qui a du mal à prendre le sein et à en fait téter, parce que ça existe, des enfants qui ont un peu de difficulté à téter. Donc je crois que là, il faut aller voir un petit peu de près ce qui se passe, observer une tétée complète, observer comment le bébé prend le sein. C'est important aussi de travailler en réseau et au besoin de pouvoir diriger vers des professionnels adaptés et formés. Pour les parents, c'est important de tout de suite pouvoir se diriger vers un professionnel de l'allaitement. Parce qu'il existe plein de choses qu'on peut faire, on en parlera sûrement une autre fois, mais voilà, il y a des massages au niveau du visage qu'on va pouvoir faire pour détendre certains muscles, il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, il faut trouver le bon professionnel et trouver aussi la problématique. Il peut y avoir aussi des facteurs anatomiques, parfois des anomalies, des bébés qui sont porteurs d'une fente palatine, de la biopalatine, des bébés qui ont des freins de langue trop courts. Alors aujourd'hui, si un frein de langue est trop court, trop serré, le bébé ne peut pas monter la langue au palais, ne peut pas faire la succion, donc forcément on va avoir besoin de sectionner le frein, mais il y a des situations où on va pouvoir d'abord observer encore une fois, analyser la situation, proposer peut-être des exercices d'assouplissement, voilà. Mais encore une fois, trouver le bon professionnel et pouvoir être accompagné dans cette problématique va être important. Parfois aussi, en fonction de comment s'est passé l'accouchement, on peut avoir des difficultés. S'il y a une césarienne, ça peut être un petit peu plus long au niveau de la montée de lait. Si un bébé est prématuré, encore une fois, forcément, il va falloir utiliser des techniques pour mettre en place la lactation. Si un bébé est prématuré mais qui peut téter, bien évidemment, on prendra le temps à son rythme de lui proposer le sein. Il y a des bébés qui arrivent déjà à lécher un petit peu le lait, et d'autres où effectivement, dans un premier temps, devront être alimentés d'une autre façon, par son, grâce au lait maternel. Et là, c'est important, l'utilisation du tire-lait, la méthode d'expression manuelle pour vraiment mettre en route la lactation. Un mamelon douloureux aussi, là encore une fois, c'est pas normal. Si vous avez mal, c'est qu'il y a quelque chose et on ne peut pas laisser une maman avec des douleurs. C'est important de vite réagir et trouver d'où elle vient. Oui, on répète souvent, l'allaitement ne doit pas faire mal. S'il y a douleur, c'est qu'il y a une difficulté quelque part. On peut observer certaines choses, par exemple un engorgement ou une mastite. Si on observe ça de façon répétée ou même ponctuelle, il y a forcément quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Alors est-ce qu'il y a une hyperlactation ? Est-ce que la maman produit trop de lait par rapport aux besoins de son bébé ? Est-ce que le bébé tète de façon efficace ? Le transfert de lait est-il optimal ? Voilà, il y a plein de petites questions à se poser, d'où l'intérêt d'être accompagné. Ensuite, parfois il y a des prises de poids qui sont insuffisantes. Là aussi, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe au sein, aller vérifier une tétée complète. J'insiste sur le mot complète pour aller voir vraiment si cette succion est efficace, qu'est-ce qui se passe au moment de la tétée, est-ce qu'on observe des déglutitions, est-ce que la prise du sein elle est bonne. Vérifier aussi les sorties. Si
combien il y a de sel par 24 heures. Donc nous, ce qu'on attend, c'est 5 couches mouillées d'urine par 24 heures. Oui, donc couche mouillée, ça c'est important aussi de rappeler qu'est-ce qu'une couche mouillée. C'est une couche qui va quand même être bien lourde, hein, qui a l'équivalent d'un verre d'eau sur la couche ou l'équivalent d'un œuf dur, c'est ce que tu dis souvent. Ouais. Oui, c'est ça. Donc qu'il y ait en fait ces 5 couches mouillées d'urine par 24 heures. Ça c'est très important et on attend jusqu'à 3 semaines à peu près 3 selles par jour. Alors au début elles sont un petit peu noirâtres, ça c'est les premières selles, hein. Ensuite ça passe au stade du verre et ensuite c'est des selles jaunes granuleuses, plutôt liquides, hein, mais avec des petits grumeaux. Et ça c'est important pour les parents d'aller leur transmettre ça, c'est des choses qui vont les rassurer. Du coup, on voit que c'est un vaste sujet quand même, ce premier mois de vie et l'allaitement en cours de ce premier mois de vie. Pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à donner aux futurs et aux jeunes parents qui nous regardent? Effectivement, pour conclure, je pense que c'est important de transmettre le message que finalement, c'est un moment où il faut aussi profiter, profiter en famille, parce que chacun découvre son nouveau rôle de parent. Que si vous avez des difficultés, eh bien, vous pouvez être accompagné. Dans la majorité des cas, quand même, ce qu'on observe, c'est que cet allaitement au cours du premier mois de vie se passe plutôt bien. Mais effectivement, n'oubliez pas de profiter en fait de ces instants précieux, de ces moments où vous allez vous rencontrer. C'est important. Alors merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, pour ta disponibilité. On espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aborde un autre sujet. Vous pouvez également liker cette vidéo pour nous montrer si le sujet vous a intéressé. Et puis abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté et être au courant de la prochaine vidéo qui arrive très vite. À bientôt. Et bonne journée.